Europe. Nous l'avons rencontré au pied de l'abbaye du Bec-et-Loing, en Normandie, un village où il aime à se retirer. Ce sont ses propres théories et leurs applications que nous allons vous proposer. Le chercheur a mis en évidence avant tout la relation existant entre l'oreille et le psychisme et mis au point une cure destinée à rééduquer l'appareil auditif. Professeur Tomatis, comment avez-vous commencé vos recherches? On pourrait la résumer sur plusieurs plans. Premièrement, je suis otorhinolaryngologiste et sans doute cela m'a orienté d'emblée vers l'audition. Deuxièmement, étant un ancien de l'armée de l'air, j'ai été plongé par chance dans les laboratoires de physiologie acoustique de l'armée que j'ai dirigé ensuite pendant une quinzaine d'années, et ce qui m'a donné l'opportunité de voir en masse des gens travaillant dans le bruit, et cela à partir de 1944. Un troisième élément vient du fait que je suis fils de chanteur et qu'en parallèle, je me suis donc installé dès 1947, et là j'ai eu, même 46, j'ai eu à voir énormément de chanteurs, des amis de mon père, qui pensaient que je devais être le spécialiste de la question, puisque mon père chantait, je devais savoir beaucoup de choses sur le chant, ce qui n'était d'ailleurs pas vrai. Les deux premiers que j'ai vus, dont un qui est un chanteur mondial, et qui a fait tout le tour du monde, qui m'a porté sur un plateau un diagnostic extraordinaire que je ne peux pas réfuter, parce qu'il venait du plus grand, qui était Froschels à l'époque, qui était le grand phoniatre. Et ce sujet venait me montrer son larynx, il chantait faux à partir d'un certain niveau. Et Froschels avait pensé, à juste titre, en tout cas en fonction des connaissances de l'époque, que chanter faux, ça voulait simplement dire avoir des cordes désaccordées, comme des cordes de violon. Et il a essayé de lui donner des toniques au niveau du larynx. J'ai fait pareil. Et puis, étant le jeune qui démarrait, le diagnostic de Froschels, c'était tout cuit, et je pensais que je pouvais me lancer là-dedans. Et je raisonnais faux, autant que Froschels à l'époque, et sans doute, parce qu'ici, il chantait faux à partir d'un certain niveau, c'était à partir de mi bémol, il commençait à chanter faux. Il faisait un phénomène de compression jusqu'au naturel, c'est-à-dire qu'il faisait toujours la même note sans s'en rendre compte, il le savait. Ce qui n'empêchait pas de chanter bien, d'ailleurs. S'il avait chanté faux à partir de ce niveau-là, et si vraiment les cordes étaient désaccordées, il aurait dû chanter faux sur toute la lignée. Mais enfin, je m'engageais dans le même système, et moi aussi, je donnais des thérapies qui pouvaient tendre des cordes, notamment de la strychnine, et j'allais de si bon cœur que, voyant qu'il chantait toujours faux malgré la signe que je lui donnais, j'ai pu en donner des quantités assez massives pour qu'il soit gêné à un moment donné, jusqu'à presque s'être enlevé sur scène, mais chanter faux tout le temps. Et cet indice, ça m'est arrivé donc 2 fois, a fini par me frapper et me faire penser que le larynx n'était sûrement pas l'élément qui faisait chanter faux, puisque mon larynx était hyper tendu et que mes gens chantaient toujours faux. Et c'est là où il y a toujours quelque chose qui apparaît et qui semble être toujours du hasard, ou de la réflexion ou une synthèse qui se fait dans un cerveau qui marche tout seul. Toujours est-il qu'à un moment donné, le rapprochement était le suivant, c'est que je faisais des audiométries à longueur de journée, je pensais plus à oreille qu'au reste, et j'ai eu l'idée de faire, peut-être pour me donner une contenance vis-à-vis des gens, j'ai eu l'idée de faire, à un moment donné, des examens audiométriques de mes sujets qui chantaient. Et là, j'ai... Vous faisiez passer aux ouvriers dans les arsenaux? Oui, exactement, le même. Et j'ai été stupéfait de voir qu'au fond, ces gens présentaient une même courbe de dommages, de lésions auditives que mes gens qui étaient plongés dans le bruit depuis longtemps. Et la conclusion que j'en tirais, c'est que les chanteurs cassaient leur propre oreille avec la voix qu'ils faisaient. Et partant de là, j'ai eu aussi l'idée de voir, avec ce trou énorme qu'il y avait dans l'oreille, effectivement, quand on plonge une oreille dans le bruit, elle fait une lésion. Cette lésion est toujours au même endroit, dans les aigus. Elle commence à un point bien spécifique, qui est le 4000 Hz, pour le non spécialisé. Le 4000 Hz, c'est une lutte au-dessus de lutte de la flûte. Donc, sur le plan de la communication habituelle, on ne s'en rend pas compte. On peut très bien avoir une lésion à 4000 et vivre tranquillement. Mais malheureusement, cette lésion augmente. Elle part en s'élargissant, elle gagne les aigus et les graves, et à un moment donné, quand elle touche au-dessous de 2000 Hz, des ennuis commencent à apparaître, le sujet entend mais ne comprend plus. Ça s'appelle une surdité professionnelle. Eh bien, les chanteurs font une surdité professionnelle. Ce qui m'intéressait, c'était de voir le rapport, si on pouvait augmenter et toucher, en touchant cette surdité professionnelle, si on pouvait changer la voix des sujets ou pas. Et à l'époque, vers 1946-47, j'ai essayé de fabriquer des filtres,
Ça n'existait pas, maintenant en électronique tout ça est banal, mais à l'époque c'était difficile de l'élaborer. J'ai fait des filtres, c'est-à-dire des appareils et qui, au lieu de filtrer la lumière, filtrent le son, et qui me permettaient de savoir que je pouvais faire entendre des sujets dans telle tranche ou telle autre tranche de son que je voulais, comme si on voulait supprimer le rouge d'une vision, ou le bleu, ou le vert. Et en introduisant chez des grands chanteurs qui avaient de bonnes voix les mêmes filtres, par exemple, que la lésion que j'avais observée chez mes chanteurs au départ, je les voyais chanter faux, je les voyais chanter mal, je les voyais ne plus chanter, enfin j'arrivais donc à changer complètement leur mécanique de réponse. Et là, l'oreille, pour moi, a pris une dimension colossale. J'ai vu qu'on chantait avec son oreille, non pas avec son larynx, le larynx faisant ce qu'il pouvait s'adapter.